Ce qui ne tue pas rend plus fort. Le travail de la mort, ce n'est pas de creuser des tombes ou d'incinérer des corps. Cela, c'est le travail des vivants, qui réalisent la part technique du culte mortuaire par et pour des vivants. Le travail de la mort consiste à accélérer l'apparition ou le développement de pathologies chez les vivants, et ainsi de valoriser un état de zombification. La sénescence, cette pandémie qui tue chaque année plus d'innocents, ne serait-elle qu'un leurre ? La mort ne désigne pas l'absence d'existence dans la mémoire des vivants. La mort se produit avant tout comme une mise à l'écart par le social d'un ou plusieurs agents, sous le regard moralisateur de la conscience. La mort est donc un ensemble de comportements du social plutôt qu'un état de l'agent, une idée que se font des vivants à propos d'autres vivants. Le calcul final réalisé par la conscience, la dernière action de l'agent, a pour conséquent l'arrêt des fonctions vitales de son corps. Cet aspect de la mort ne nous apprend rien sur le devenir de la conscience. Il ne nous dit rien sur le temps qu'il faut à un corps avant de ne plus rien percevoir, de ne plus rien penser. Parmi les vivants, nombre d'individus ne sont plus en mesure de se déplacer librement parce que leur corps les limite. Un corps limité, qu'il soit devenu défaillant par convention ou qu'il l'ait toujours été, exprime une dépendance qui n'est tolérable qu'à celui qui accepte sa propre finitude. Ce qu'on nomme la vie est constitué d'une infinie variété d'états mentaux collectifs intermédiaires qui refusent de se fixer. Pour les produire, le corps social a longtemps été guidé par un dogme spirituel commun, mais les avancées tant attendues de la science n'ont pas abouti à la formation spontanée d'une nouvelle culture de la mort. Les individus sont laissés à eux-mêmes. En essayant de maintenir à distance le malheur d'autrui, ils espèrent éloigner la perspective de leurs propres imperfections. Le vecteur collectif pointe vers le bas. Ces pratiques nouvelles coïncident avec l'apogée de notre civilisation. Elles sont le fruit des derniers développements d'une technologie qui nous est assez peu familière. Nous n'avons pas de culture de la mort, et pour cette raison, le sens même du mot « mort » nous a échappé, quelque part à la fin du XXe siècle. Nous avons une culture castrée de la vie, une culture obsédée par le mythe de la jeunesse éternelle. 2. Ce qui ne les tue pas les rend plus forts. Toutes les bibliothèques finissent par brûler. Il n'est pas de dérèglement qui ne suscite d'émoi à l'œil innocent, juste et digne de l'industrie pharmaceutique. Le corps médical est à 98% constitué de cellules saines exerçant leurs fonctions à 100% de leur capacité. Les technologies liées à la mort pullulent. Les géants de l'industrie médicale défient toutes les limites pour donner une mesure fiable des signes de la vie. Capteurs, sondes, scanners, lasers, rien n'est trop bon pour sauver des vies. Dans l'opulence des marchands de mort, on lit aisément leur profond attachement à l'existence. Aucun prix ne doit limiter l'offre. La demande suit naturellement. L'hôpital contemporain est une synthèse sophistiquée entre un cadre de vie générique et un sanctuaire idéologique. Ses officiants sont méticuleusement hiérarchisés. Les moments précieux, rares, sont un capital qu'il convient de ne pas laisser se dissiper et qu'il faut donc encadrer efficacement. On ne peut attendre de rationalité de la part d'êtres en souffrance, et moins encore de leurs proches. Ceux dont la fonction est d'agir sur autrui deviennent progressivement moins sensibles à ces souffrances. Ainsi, un éminent docteur n'aura-t-il pas besoin d'élever le ton pour faire accepter son opinion. Mais pour la même question, l'aide-soignant se devra de fournir une explication convaincante aux familles, tout en rendant des comptes aux infirmiers.
Le partage de leurs responsabilités exprime la nécessité de leur commune déresponsabilisation en vue du bien commun. 3. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Les bibliothèques brûlent lentement. Lorsqu'il s'agit de notre approche de la vie, le dogme central est que l'enfance, ou plus précisément l'infantilisation, est profitable. Il ne s'agit pas ici d'une enfance capable d'émotion ou de pensée, mais simplement de l'ensemble constitué par les agents qui, dans une société, ont des désirs inutiles. Lorsque naît un agent, il n'a pas les moyens d'exprimer ses désirs inutiles. Ceci donne à ses procréateurs le champ libre pour exprimer leurs propres désirs inutiles, qu'ils imaginent être nécessaires. Un agent parvenu à maturité en termes de pure rentabilité est un agent dont le corps a été développé afin qu'il ressente un maximum de désirs inutiles. Passé le moment où un être extérieur fournit le capital nécessaire à l'assouvissement de ses désirs inutiles, l'agent devient obsolète s'il n'est pas autosuffisant. Il s'agit dès lors de rationaliser le déficit afin qu'il ne coûte pas trop cher à la collectivité. Tout ce qui s'éloigne du vitalisme instrumentalisé associé à l'enfance, échappant aux normes de l'agrément, est donc éliminé. 4. Ce qui ne tue pas rend plus fort. La conscience indolente dormait. Pendant que la bibliothèque brûlait, le social s'était éloigné. Il se plaignait d'avoir trop chaud. L'infinie lenteur avec laquelle se propagent les processus de la mort perturbe l'organisation des vivants. La mort arrive d'abord par le social, lorsque l'agent n'a plus la faculté d'obtenir la grâce d'autrui. Passé le moment où les êtres lui accordent leur attention, l'agent accélère de façon assourdissante la vitesse de sa chute prochaine. Le social a jugé. L'agent n'est plus profitable, il n'est plus utile. Sa mort doit donc être proche. Pour le social, peu importe qu'elle arrive 10 jours ou 10 années plus tard. Ils sont là. D'un côté, l'agent, sur son auguste lit de mort autopropulsé, de l'autre le social qui le regarde, et la conscience qui regarde le social regarder l'agent. 5. Ce qui ne tue pas rend plus fort. La conscience lève le doigt. Est-ce qu'on n'aurait pas tort de si rapidement enfermer l'agent dans son handicap, à peine diagnostiqué? Est-ce que nous ne le handicaperions pas un peu inutilement au passage? Le social n'a pas le temps pour ça, il ne transige pas. Ne pouvant plus exécuter à volonté les augustes mouvements qu'il imagine dans l'espace physique environnant, l'agent se sent piégé. Le social ne cessant de souligner la faillibilité de l'agent, celle-ci devient un nouveau mode de vie. 6. Les bibliothèques brûlent. L'agent attend. Le social et la conscience l'attendent. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui ne tue pas l'agent rend le social plus fort. Tout ce qui s'écarte du culte endiablé de la puberté doit être méticuleusement étiqueté et placé à l'écart. Tout ce qui affaiblit l'agent sans le tuer est donc une mine d'informations pour le social. Dans tous les majestueux dysfonctionnements de l'agent, le social pense pouvoir augmenter ses propres chances de survie. C'est la maladie du prochain qui lui donnera la solution de son propre salut. La conscience a beau observer cela, elle note, étudie et apprend les dérèglements de l'agent. La mort arrive en dernier recours par la conscience, qui la délivre des limbes de l'autogestation où elle l'avait emprisonnée. Le social interloqué est confus à l'arrivée de la mort, à la fois trop lente et trop rapide à son goût. 7. Ce qui ne tue pas rend plus fort.
La disparition de l'agent et avec lui l'effacement temporaire de l'image de la maladie rendra le social plus fort. Elle instruira la conscience. Le social, dès lors, redeviendra le centre de l'attention. Un nouvel agent apparaîtra bientôt et la conscience jouera son rôle jusqu'à répétition de l'auguste cycle. 8. Ce qui ne tue pas, mais on ne sait jamais ce qui tuera ou ne tuera pas. Dans notre monde, l'envie d'être ensemble est déplacée. Dans notre monde, les populations les plus précaires sont les plus exploitées. Ce monde est aveugle. Un jour, même la presse en parlera. Le silence est à l'honneur. La pitié se fait rare quand les solutions semblent manquer. 9. Ce qui nous a tués nous a-t-il rendus plus forts ? Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que l'émergence d'un réseau de solidarité globale déforme à ce point notre monde qu'il ne se reconnaisse pas lui-même. En tournant autour des augustes pathologies, des exceptions, des originalités, ce monde deviendrait capable d'affronter ce qui lui arrive. Le grand remplacement de la nubilité par la sénilité, de l'impuissance de la naïveté par la faiblesse du vieillissement, inéluctable et pourtant innommable. Ils arrivent et ils sont légion. Ils seront bientôt majorité. Si vous entendez ce message, vous en faites déjà partie. Voici la bonne nouvelle. Vous n'avez jamais été seul, mais maintenant, vous le saurez. Il n'est pas loin le temps où nous serons tous augustes. 10. Ce qui ne tuait pas ne rendait pas plus fort. Mais tout être qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Or, les bibliothèques ont tendance à brûler lentement.